Bonjour, je suis Antoine Coquillon, ergothérapeute. J'espère que vous allez bien comme les 5 doigts de la main. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc l'utilité des logiciels donc de CAO, de conception donc assistée par ordinateur, qui permettent notamment de pouvoir tester virtuellement les conseils en aménagement. Donc, je suis ergothérapeute depuis plus de 14 ans. J'ai réalisé plus de 380 aménagements de logements. J'ai effectué également des aménagements donc pour un voilier, une péniche, également pour un navire en lien avec la société Archidélion sur Nantes. Donc dans ma pratique, je vais utiliser donc le logiciel Jet4 Pro. Vous avez également le logiciel donc AutoCAD. On a également 3D CAD, CAD Architecture, également CAD Facile. Donc les logiciels, ces logiciels permettent notamment d'avoir des fichiers donc DWG qui permettent des échanges aisés avec les bureaux d'études ou avec les architectes. D'autres ergothérapeutes préfèrent travailler sur Room Arranger ou SketchUp. Donc je vais vous montrer comment se déroule donc la réalisation de notre croquis détaillé. Je vous montrerai ensuite plus tard donc l'outil, notamment un outil que j'utilise au niveau de mes conseils en aménagement, mais d'autres outils aussi sont disponibles pour les ergothérapeutes. Et également à la fin de cette vidéo, je vous présenterai également des conseils en aménagement, donc pièce par pièce. Donc vous comprendrez mieux donc l'utilité de l'utilisation de la CAO, mais également le besoin du regard de l'ergothérapeute lors des conseils en aménagement. Là, on peut facilement trouver des blocs qui permettent un gain de temps. Vous travaillez sur l'échelle de l'objet, également sur la rotation. Des outils très efficaces, en utilisant notamment le petit bâton explosif, on peut ensuite redimensionner le WC, vraiment pour l'avoir dans l'état initial, pour bien se rendre compte du passage disponible. On va pouvoir mettre en évidence les murs porteurs ou également les cloisons. Là, c'est la réalisation d'un lavabo. Essaye toujours d'être au plus près de la réalité. On peut avoir là, on a un mitigeur, on peut avoir aussi une vieille robinetterie. C'est pas négligeable, puisqu'en fonction des troubles rencontrés par la personne, donc ça va permettre justement de faciliter le conseil en aménagement, notamment si on a une personne avec une atteinte qui présente malheureusement une démence du type Alzheimer, on va préférer garder la même tuyauterie, parce qu'elle est habituée à utiliser, notamment si elle est habituée à utiliser des vieux robinets, on va rester sur ce type de modèle. En mettant sur un mitigeur, c'est pas sûr que la personne justement arrive à s'en servir par la suite. On va toujours essayer de viser l'autonomie de la personne.
On va pouvoir facilement donc mettre les ouvertures de porte nécessaires. Au niveau des portes de salle de bain notamment, on essaie toujours de faire des portes qui s'ouvrent sur l'extérieur pour permettre l'intervention donc des aidants familiaux ou des sapeurs-pompiers en cas de chute. Donc il s'agit vraiment de bon sens, hein. Le conseil d'inversion donc de l'ouverture de cette porte apparaît dès 1978 dans la norme AFNOR NFP 91 201. Pour ceux qui se demanderaient d'où ça vient. Nos murs porteurs. C'est important de le savoir, hein, notamment pour la mise en place des barres d'appui, ce sera plus facile sur les murs porteurs. Il y a toujours un risque après sinon sur une cloison qu'on peut quand même renforcer, hein. Les propositions vraiment d'aménagement vont vraiment être très différentes d'une personne à une autre en fonction de sa situation de handicap et des déficiences. On va s'intéresser en tant qu'ergothérapeute donc, au lieu de vie de la personne, hein, en fonction de son projet de vie, de ses envies. Ça peut prendre plus ou moins du temps, hein, en fonction du nombre de pièces donc, à modifier, vraiment toujours en fonction du projet de vie de la personne. Parce qu'après, tout va dépendre aussi de ses moyens donc, de déplacement, si la personne est en fauteuil ou non. Par exemple, pour une personne donc agrandir une salle de bain, si la personne présente donc un trouble cérébelleux, c'est pas adapté parce qu'elle va manquer de points d'appui et risquera donc davantage de tomber. Dans les logiciels, on va avoir beaucoup d'objets qu'on peut facilement mettre ensuite notre croquis détaillé à l'échelle que l'on désire pour plus facilement lire donc, les conseils préconisés. Donc là notamment ça va être pour une échelle
ou 1/20. Là, ça va être un aménagement pour une personne à mobilité réduite, donc qui n'est pas en fauteuil, donc ce qui va permettre de plus facilement réaliser l'aménagement, parce que là on voit qu'on n'a pas l'aire de rotation de 1,50 m. On peut vraiment personnaliser les objets comme on le désire. Donc, dans mes interventions, je vais utiliser la CIF, la classification internationale du fonctionnement, donc qui fait suite à la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, CIDIH, et qui est proposée par l'OMS. Et elle définit donc le handicap au titre de limitation d'activité. Les activités font référence aux capacités des personnes et sont les tâches et les actions qu'accomplissent donc les individus. Donc elle évalue les restrictions de participation. Elles se fondent sur le bien-être des personnes dans leur contexte de vie individuel et en intégrant donc les influences environnementales comme les facilitateurs et les obstacles. C'est une approche donc biopsychosociale en tant que processus interactif et évolutif. Donc c'est de la CIF que découle notamment le GEVA, le guide d'évaluation multidimensionnelle, qui est donc utilisé par les MDPH et également qui est utilisé pour d'autres approches, d'autres évaluations. L'ergothérapeute va évaluer la situation de handicap et le niveau de restriction. L'ergothérapeute n'aura pas de compétences techniques en bâtiment pour vérifier notamment la concordance de devis, quel qu'il soit. Là, on voit qu'on n'a pas les 1,50 m pour l'utilisation d'un fauteuil roulant manuel. Donc, pour faciliter les transferts assis debout au niveau du WC, mettre simplement un cadre de toilette. Parce que là, on voit qu'on va avoir une cloison. Par exemple, si on a une personne qui a eu une atteinte au niveau de la hanche, pour donc la prothèse de hanche, on va pouvoir donc indiquer à cette personne qu'il va falloir donc qu'elle effectue donc des petits pas pour protéger ses articulations lors des demi-tours, qu'elle devra éviter à tout prix donc de fléchir la hanche avec le genou en dedans et le talon en dehors, donc de ne pas croiser les jambes. Pour s'essuyer les pieds, elle pourra utiliser donc un grand drap de blin, donc qui pourrait être plié en deux, comme pour se sécher le dos, ou un sèche-cheveux. On ne va pas proposer systématiquement de remplacer une baignoire par une douche. Tout dépendra toujours des difficultés rencontrées par la personne, vraiment de son atteinte.
Voilà, par exemple, avoir une baignoire, ça va être plutôt judicieux pour des personnes qui ont des atteintes articulaires et qui ont besoin d'un bain chaud pour déverrouiller leurs articulations. Donc un logement adapté va présenter en moyenne une surface supérieure de 30% à un logement standard, en plus des différents aménagements proposés. L'ergothérapeute va aussi proposer des aides techniques pour faciliter la vie au quotidien, notamment pour une personne, donc on va lui demander plutôt de demander l'aide d'une tierce personne pour attraper des objets en hauteur. Si on peut utiliser un marchepied, donc avec notamment un large garde-corps où la personne pourra agripper donc ses membres supérieurs. Alors là, je vais vous proposer donc les aménagements en fonction des différentes pièces. Pour l'accès extérieur, il faudra faire donc attention à avoir une surface hydrofuge et antidérapante pour faciliter donc l'accès du portail à l'entrée et à la boîte aux lettres ainsi qu'aux poubelles. La boîte aux lettres sera située donc entre 90 et 130 cm de hauteur, à plus de 40 cm d'un angle. Donc il faudra veiller à la luminosité, faire attention également donc au niveau de la terrasse, aux dalles qui peuvent donc présenter des risques de chute si elles sont décellées. Pour franchir plus aisément les marches, faire attention donc à bien installer une main courante pour faciliter leur passage. Ne pas hésiter donc à mettre un détecteur de mouvement extérieur qui facilitera l'accès au logement. En cas de marche trop importante, une plateforme élévatrice pourrait être installée. Pour l'accès à l'entrée, donc la hauteur des seuils sera de 2 cm maximum et arrondie. Les serrures seront situées à plus de 30 cm d'un angle. Donc il faudra enlever les tapis ou les fixer au sol. Pour le seuil de porte-fenêtre, c'est à l'architecte et à l'ingénieur du bureau d'études techniques de composer des solutions au cas par cas. L'enjeu est de rendre accessible le seuil tout en maintenant l'étanchéité du bâtiment. Donc, le système d'appel devra être accessible pour le visiophone. Donc, la bonne hauteur, ce sera à peu près 1,30 m. Pour le paillasson, à opter pour un modèle extra plat antidérapant qui pourrait être fixé à l'aide d'un adhésif antidérapant. Pour le séjour, on veillera à ce qu'il n'y ait pas trop de meubles pour permettre les passages. On veillera également à ce qu'il n'y ait pas trop donc, de prises surchargées. Donc on veillera vraiment à simplifier les branchements. On pourra également mettre donc des volets électriques. Donc il peut être difficile de se relever des canapés. Dans ces cas-là, on peut rajouter des cales en bois pour augmenter la hauteur d'assise. Donc je vous renvoie vers ma vidéo sur les bonnes postures au quotidien, où je vous rappelle que pour pouvoir se relever facilement, il faut que la hauteur d'assise arrive au-dessus du bas de la rotule quand vous vous tenez face donc, à une assise. Donc il faudra faire attention également aux tapis, on préfère toujours les enlever. Vous pouvez les fixer au sol donc avec des bandes adhésives double face. Faire attention notamment si vous avez une cheminée à ce qu'elle soit bien ramonée pour éviter les risques. Au niveau pour poser les blousons, donc les patères doivent se situer à peu près à une hauteur de 1,40 m. Également pour tout ce qui est objet du quotidien, placez-les entre 40 cm et 1,40 m de hauteur
pour qu'il soit plus facile d'accès. Pour le couloir, donc on veillera à ce qu'il ne soit pas encombré. On veillera également au conflit de portes. Pour éviter ce type de conflit, on peut utiliser donc plutôt des portes coulissantes. Également, on veillera donc à la luminosité dans les couloirs. Donc, il existe notamment des douilles à détection de mouvement qu'on peut mettre donc à la place des ampoules. Voilà, pour un aménagement à minima. On peut utiliser également des interrupteurs contrastés pour pouvoir mieux repérer les interrupteurs, hein, que ce soit pour toutes les pièces de la maison, notamment s'il y a une déficience visuelle. On pourra utiliser également des veilleuses pour rendre plus visible donc, ce couloir et éviter les chutes. Et donc on veillera à enlever les tapis ou donc à les fixer au sol à l'aide d'un scotch double face. Donc au niveau de la circulation, hein, tout dépendra toujours aussi de comment la personne se déplace. Par exemple, en fauteuil roulant manuel, si la personne, par exemple, a un mode de propulsion, donc podal, ça veut dire qu'elle se déplace avec les pieds en fauteuil. Donc on peut retirer les repose-pieds. Donc pour faire l'écart de tour, la personne n'aura pas besoin d'avoir donc la nécessité d'avoir 1,40 m par 1,40 m. Il y a également, cela également dépend aussi du type de modèle de fauteuil que la personne utilise. Si on est sur un type de fauteuil de transfert, donc il va être moins large qu'un fauteuil standard, surtout en plus si la personne se déplace aussi en podal. Donc on peut avoir une largeur hors tout de 48 cm et une longueur seulement de 91 cm, donc vraiment ce qui facilite le déplacement au sein du domicile. Pour l'aménagement de la cuisine, on veillera à avoir notre aire de rotation d'1,50 m, la pose donc de la plaque d'induction qui doit être une hauteur donc de 70 cm pour le bord inférieur et 85 pour le bord supérieur. Le plan de travail devra avoir une profondeur de 60 cm avec donc l'installation d'un évier avec un contrôle thermostatique pour éviter les brûlures. Donc les ustensiles devront être rangés entre 40 cm et 1,40 m de hauteur. En grosso modo, hein, il faut que ça arrive entre mi-cuisse et hauteur d'épaule. On évitera de mettre le micro-ondes à hauteur, donc notamment au-dessus des épaules, car bien évidemment, hein, la personne, si elle doit sortir notamment un bol de soupe du micro-ondes, risquera de se brûler. Donc on évitera ce type d'aménagement. Donc on mettra toujours le micro-ondes donc à hauteur, on va dire, du plan de travail pour en faciliter l'accès et de pouvoir poser facilement donc notre plat chaud pour éviter de se brûler. Donc on veillera à ce que le sol soit non glissant. On fera attention aussi au nombre de prises disponibles. Donc, un four avec ouverture latérale avec une tablette permettra de prendre appui. On préfère pour la cuisson de mettre donc des plaques électriques à induction plutôt que du gaz. Pour la buanderie, on veillera à ce que le sol ne soit pas irrégulier, que la pièce ne soit pas encombrée. On veillera également donc à l'éclairage, mais également donc à l'accessibilité des espaces de rangement. Donc, ne pas hésiter à utiliser donc un marchepied. Pour l'aménagement du WC indépendant,
On va veiller à ce que le porte-papier hygiénique soit accessible ainsi que la commande de la chasse d'eau. On veillera également donc à augmenter le contraste avec l'interrupteur s'il est difficile de le percevoir, si la personne a une déficience visuelle. On va également pouvoir installer un rehausseur si le toilette est trop bas. Donc l'installation de la barre d'appui va dépendre de la difficulté de la personne. Donc une barre d'appui inclinée permettra à une personne qui a juste des difficultés pour se relever, donc à pouvoir se projeter en avant et se relever plus facilement. Donc on veillera attention aussi avec les tapis, de les retirer ou alors encore une fois de les fixer au sol. Au niveau de la porte d'accès, donc si la porte s'ouvre vers l'intérieur, cela peut entraîner des difficultés, notamment en cas de chute. Donc on veillera à ce que la porte s'ouvre vers l'extérieur, ou alors installer une porte coulissante, ou encore une porte à galandage. Alors à galandage, c'est-à-dire que la porte va coulisser dans la cloison. Pour l'escalier, on va veiller à ce que le revêtement de l'escalier ne soit pas glissant. On va vérifier qu'il y a bien donc des mains courantes pour en faciliter l'accès. Si l'utilisation de l'escalier est difficile, ce pour plusieurs raisons, en fonction des difficultés rencontrées par la personne, ça peut être des troubles cardiovasculaires, qu'un essoufflement dû à l'utilisation de cet escalier. On pourra mettre en place un monte-escalier. On va préférer avoir un escalier au minimum de 80 cm de large. On fera attention aussi à la hauteur pour qu'on n'ait pas baissé la tête lors de l'utilisation du monte-escalier. En cas de difficulté, il peut être aussi bénéfique de mettre en place un ascenseur qui permettra un accès plus aisé donc à l'étage, et également de pouvoir transporter des objets, des courses, du linge plus aisément qu'avec un monte-escalier. Donc au niveau des tarifs des monte-escalier, ça va varier du simple au triple en fonction, donc si vous avez un escalier droit, au triple si vous avez un escalier tournant qui va s'apparenter au même prix que la mise en place donc d'un ascenseur. Pour la chambre, on veillera à ce que la circulation ne pose pas de problème. On essaiera d'avoir donc 90 cm de chaque côté du lit pour faciliter le passage. Au niveau de la table de nuit, on va veiller à avoir un téléphone et une lampe. Après, on peut utiliser donc des lits avec relève-buste électrique. Ça permettra donc notamment de pouvoir lire confortablement ou de regarder la télévision si on avait une installée dans votre chambre. On pourra utiliser notamment une porte coulissante pour gagner en aire de circulation. Donc on veillera à ce que le chauffage soit facilement accessible. Il ne faudra pas hésiter à mettre donc des volets électriques pour, encore une fois, en faciliter l'accès. Au niveau de la hauteur du lit, on veillera à ce que la hauteur du lit soit suffisante. Donc toujours la même chose, je vous renvoie vers mon autre vidéo sur les bonnes postures au quotidien, voir que l'assise arrive bien au-dessus du bas de la rotule, pouvoir vous relever plus facilement quand vous sortez du lit. Après, on peut mettre des barres de transfert pour faciliter la sortie du lit. On peut également avoir aussi des barrières pour les personnes donc, qui sont en difficulté, qui ont peur de tomber la nuit. Donc faire attention aussi, c'est important d'avoir déjà un bilan auprès d'un centre gériatrique pour les personnes âgées, pour voir s'il n'y a pas des... Voilà, pour les personnes suite à une démence du type Alzheimer, on va préférer mettre des donc des lits Alzheimer qui descendent très bas et qui vont permettre donc de préserver donc de la chute la nuit. On mettra donc aussi un détecteur de mouvement qui s'allumera, qui permettra à la personne de rester dans la chambre.
L'aire de circulation est importante au niveau de la chambre, donc on veillera aussi à ce que les fils électriques ne gênent pas et ne puissent pas provoquer la chute. On veillera aussi donc à supprimer les tapis ou alors à les fixer au sol. Donc l'aire de circulation doit être suffisamment importante, notamment si après il y a besoin de l'utilisation d'un lève-personne. Donc si après la chambre est trop exiguë, il y a encore des possibilités. On peut mettre aussi des lève-personnes avec rail, donc au plafond. Pour l'aménagement de la salle de bain, on veillera encore une fois à avoir une bonne aire de circulation. On va préférer donc les douches à l'italienne. Pour ce qui est de la baignoire, donc les baignoires en moyenne, on a quand même 50 cm de hauteur. Voilà, c'est pas forcément important de le noter, sauf en cas d'utilisation d'un élévateur de bain. Dans ces cas-là, on aura fait l'essai avant, voir si la personne est bien en capacité d'utiliser. Donc, ce qui peut être donc important en fonction de la pathologie de la personne. On va veiller à ce qu'il y ait une bonne ventilation pour éviter les problèmes d'humidité. Pour rentrer et sortir de la baignoire, il y a aussi des solutions simples comme la planche de bain, voilà, qui peut suffire pour un maintien à domicile. On n'est pas forcément obligé de faire un aménagement. L'ergothérapeute verra avec la personne en fonction de ses capacités, donc si c'est judicieux ou pas. Donc on fera attention notamment à la hauteur de la douchette, donc qu'elle soit facile d'accès, entre 1,30 m et 1,80 m. On veillera aussi à la hauteur du siège de douche rabattable. En ce qui concerne l'utilisation de la barre d'appui, ce sera toujours en fonction des possibilités de transfert de la personne, si c'est un transfert assis ou assis debout. On verra également en fonction toujours de la pathologie, si la personne par exemple présente une hémiplégie, les transferts se feront donc du côté sain, du côté valide. Donc on veillera à ce que le côté hémiplégique soit du côté du mur. C'est la même chose pour les WC. Donc, le positionnement de la barre d'appui n'est pas anodin. Après, il est toujours préférable de mettre en place un rideau de douche plutôt qu'une paroi de douche, qu'on peut en mettre notamment à mi-hauteur pour faciliter la toilette. Mais voilà, le rideau de douche permet de mieux circuler autour de la personne en situation de handicap. Après, pour la pose des lavabos, alors le lavabo doit avoir un plan de travail d'une profondeur maximum de 60 cm. La hauteur maximale doit être de 70 cm pour le bord inférieur et 85 cm pour le bord supérieur, sans colonne, avec une tuyauterie calorifugée pour éviter les brûlures et déporter vers l'arrière. La robinetterie du lavabo doit se faire par un mitigeur donc à au bec, ce qui facilitera son accès. On peut également mettre une douchette au niveau du lavabo. Donc il y a toujours beaucoup de demandes pour une douchette. C'est vrai que ça facilite notamment le lavage des cheveux. Le bas du miroir doit se situer à une hauteur donc minimale de 1,5 m. Pour l'éclairage, il faut mettre en place un plafonnier et choisir une ampoule, une valeur de 75 à 100 watts, basse consommation. Donc toujours placer l'interrupteur près de la porte d'accès à une hauteur entre 90 et 120 cm. On peut mettre également donc des radiateurs porte-serviettes, voilà, ce qui permet notamment un gain de place dans la salle de bain. Également, on peut supprimer le bidet pour gagner encore en circulation dans notre salle de bain. Après, on peut aussi donc laisser une baignoire ou même en remettre une si notamment il y a des enfants en bas âge, parce qu'il faut bien aussi pouvoir faire leur bain. Donc on peut aussi régler le ballon d'eau chaude pour éviter que la personne se brûle lors de la toilette. Donc ensuite le carrelage, de préférence du carrelage antidérapant. Donc attention aussi à la hauteur du siège rabattable pour permettre
à la personne de se relever facilement. Il faut aussi attention pour installer les produits d'entretien corporel, de mettre des supports faciles d'accès. Après, au niveau du siège rabattable, évitez les sièges pivotants. Il est préférable de mettre un petit muret pour la personne, notamment en fauteuil, qui pourra faire ses transferts sur le petit muret. On peut avoir après des coussins aussi qui vont faciliter le maintien assis. On veillera également à ce qu'un siège soit disponible devant le lavabo, pour permettre à la personne de pouvoir se brosser les dents. Voilà, sans risque de chute, pouvoir se concentrer notamment lors du rasage ou simplement lors de la petite toilette devant le miroir. Pour le garage, donc on va préférer avoir une largeur minimale de 3,30 m pour la sortie du véhicule et une profondeur minimale donc à respecter de 6,20 m. L'entrée du garage doit être motorisée et télécommandée avec touche large pour en faciliter l'accès. Donc l'ergothérapeute va faire la synthèse des techniques et des possibilités d'aménagement de votre logement. Donc dans l'existant, les normes peuvent ne pas pouvoir s'appliquer. Donc en fonction de votre état actuel de santé et des aides techniques disponibles, des solutions sont possibles. Alors pour vous conseiller dans ces adaptations, l'ergothérapeute pourra vous expliquer chacune de ces propositions, tout en respectant le secret médical. Donc merci de votre attention et bon aménagement.